Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, nous allons parler de différenciation territoriale. Mais tout de suite, les brèves, avec toute une série de décisions en matière d'agents. Avec la CA de Paris qui nous dit que si j'ai une sanction complémentaire, elle n'a pas forcément besoin de faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte donc de la motivation d'ensemble de la sanction principale. En matière d'agents, une stratégie interministérielle a été actée pour l'accompagnement à la mobilité et l'évolution professionnelle 2022-2024. Et puis un décret est sorti pour supprimer, éradiquer toutes les règles dérogatoires qui majoraient la possibilité d'avoir des cabinets ministériels dépassant les seuils de 15, 13 ou 8 membres. En matière de contrat, riche actualité jurisprudentielle, avec un arrêt du Conseil d'État dur sur le fait qu'il faut qu'il y ait une mise en concurrence dans un grand nombre de cas quand on veut substituer les membres d'un groupement, mais dur aussi sur les pouvoirs du juge du référé contractuel qui ne peut pas agir en ce domaine dans des cas aussi larges qu'on le supposait. Groupement toujours, mais cette fois-ci sur les représentations, sauf convention contraire, tous les membres d'un groupement solidaire sont réputés se représenter mutuellement. Et puis un autre arrêt sur le décompte final établi d'office par les maîtres d'œuvre, faute de production de son projet par le titulaire du marché. En matière d'urbanisme, un jugement intéressant du TAD Toulon, confirmatif, qui nous dit qu'après avoir annulé le retrait d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif, donc ce TA a dit que le bénéficiaire dispose d'un délai de 18 mois, à compter du jugement d'annulation, pour déposer sa demande de permis de construire. Et puis la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une certaine manière, invente la notification par voie de bulldozer. Si j'ai une servitude d'utilité publique, dès que j'ai des travaux, même si j'ai pas eu de notification, les travaux valent au minimum information. Et de toute manière, une éventuelle illégalité dans les voies délai de recours ou absence de celle-ci n'entraîne pas l'illégalité ensuite de l'emprise elle-même. Bien sûr, ça pourra changer les délais de recours, mais pas sur des faits dominos d'illégalité. Trois informations nouvelles en matière de port. Un, c'est la CA de Versailles qui nous donne un arrêt assez détaillé, intéressant, pour contrôle juridictionnel opéré sur la création d'un port fluvial en l'espèce. Deux, le TA de la Martinique qui nous dit que certes, les ports de plaisance sont des services publics industriels et commerciaux, donc les litiges avec les usagers relèvent par défaut du juge judiciaire. Oui, mais même pour l'amarrage à ces sortes de bouées flottantes qu'on appelle les corps morts, il peut y avoir certains cas où ça relèvera du juge administratif, TA de la Martinique, et le Conseil d'État qui nous donne le mode d'emploi sur la valorisation des ports de plaisance au regard des règles de calcul de la taxe foncière sur le bâti. Littoral toujours, mais sur la question du recul du trait de côte, je vous ai parlé il y a quelques semaines d'une ordonnance très importante rendue en ce domaine. L'Association des maires de France et l'ANEL ont attaqué devant le Conseil d'État cette ordonnance pour toute une série de motifs dans un cadre plus large de tension entre ces deux associations, surtout l'AMF et l'État. Tension aussi, c'est dans le contentieux électoral. Alors, quand j'ai un compte de campagne et que la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique conteste le compte de campagne et signale que sinon il risque de saisir le juge, à cette phase, il y a une phase de contradictoire. Si ce contradictoire, la CCNFP peut pas justifier de ce qu'elle a bien fait parce qu'elle a envoyé en lettres simples et pas en lettres recommandées, elle perdra son contentieux. Lettre simple, simple échec. Théâtre Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, là aussi c'est confirmatif. Et puis, un arrêté du 23 mai a été publié au journal officiel pour indiquer, du 24, pour indiquer celles des formations politiques qui pourront participer aux émissions du service public de l'audiovisuel. Et puis les mini-brèves, que voici. Et passons au grand dossier, différenciation territoriale après la loi 3DS. On a un magnifique article dans la loi 3DS, qui est l'article L111131, qui nous dit bien qu'on a un principe de possibilité de différenciation, d'adaptation, de différenciation possible quand j'ai des différences objectives de situation. Bien. Mais les textes ensuite dans cette loi sont un brin décevants parce que ça ne va pas bien loin. Les départements peuvent demander aux législateurs ou au pouvoir réglementaire des adaptations de ce type de différenciation
et ça va être donc transmis au Premier ministre et le cas échéant aux chambres parlementaires s'il s'agit de modification législative qui est demandée. Ça se retrouve aussi pour les régions, avec quelques ajustements également pour certaines îles et la Corse. Dans le cas des îles, d'ailleurs, on a un texte qui nous dit bien que l'on peut avoir à tenir compte de ces différences dans la législation ou la réglementation, et pareil pour la Corse, en tout cas avec un futur régime expérimental sur les questions de spéculation immobilière et autres. Ok. Et sur le pouvoir réglementaire, on a une confirmation de ce qu'il y a un pouvoir réglementaire pour l'exercice des compétences, c'est plutôt une confirmation écrite de ce qui est fixé par la jurisprudence depuis les années 20, avec d'ailleurs le tableau que voici, qui est un tableau intéressant sur les domaines où on pourra avoir un champ d'application du pouvoir réglementaire local et donc des matières à différenciation. Sur tout ceci, j'ai voulu interroger une universitaire intéressante, Madame Patricia Demey-Simoni. Bonjour Madame la professeure. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Premièrement, le régime actuel passe par des propositions. On a départements, régions et dans certains cas d'autres collectivités qui peuvent demander des modifications. Ça va passer ensuite au pouvoir réglementaire et parfois législatif. Cette procédure lourde, c'est un utile verrouillage ou un regrettable blocage ? Alors, il faut rappeler que les dispositions de l'article 2 de la loi 3DS ont été insérées dans le texte de loi à l'initiative des sénateurs pour que l'article 1er de cette loi sur la différenciation ne reste pas lettre morte. Ceci dit, l'article 2 n'introduit aucun droit à un traitement différencié sur demande du ou des départements, de la ou des régions, ou même des autres collectivités concernées, la Corse, les départements régions d'outre-mer, les collectivités uniques d'outre-mer. Le dispositif de cet article 2 tend à verrouiller les initiatives locales. Le verrouillage est utile, ça c'est incontestable, en ce sens où l'encadrement de la procédure assure le respect du principe constitutionnel d'égalité. Les différentes transmissions qui sont envisagées assurent la diffusion des demandes en même temps qu'un contrôle des demandes. Telle qu'inscrite dans la loi, la procédure ne détermine pas toutefois de délai de réponse, ce qui peut induire des blocages des demandes qui sont restées sans réponse. On peut dire ici que la rédaction de l'article 2 est en retrait au regard des attentes des sénateurs qui auraient souhaité que l'État soit contraint de prendre position dans un délai de 6 mois. Mais ici, le Sénat est peut-être allé trop loin et c'est pour ça que le texte n'est pas passé, car en effet, la séparation des pouvoirs entre le législateur et le pouvoir réglementaire ne permet pas au législateur de donner des injonctions au pouvoir réglementaire. On peut donc dire en conclusion sur ce point qu'il existe un droit d'initier des changements législatifs ou réglementaires et des différenciations départementales ou régionales qui ne seront pas nécessairement suivies d'effet. Et quels sont les domaines où vous pensez que ce nouveau régime trouvera à s'appliquer ? Alors, des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires peuvent porter sur les compétences, l'organisation et le fonctionnement des collectivités départementales ou régionales. On peut penser par exemple à la mise en place d'une instance solidaire associant la société civile, les forces économiques, sociales, écologiques au niveau départemental. De surcroît, l'article 2 ouvre un droit à demander l'introduction d'une différenciation dans les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences départementales ou régionales pour tenir compte des différences de situation entre les territoires. On peut imaginer qu'en fonction des caractéristiques des territoires, de la densité démographique par exemple d'un territoire, il serait possible de confier à un même niveau territorial la gestion des lycées et des collèges. Cette concentration de la gestion du secondaire par un même niveau territorial répond à une logique de mutualisation, notamment de la maintenance informatique et de contraction des coûts financiers, alors que depuis les premières lois de décentralisation des années 80, l'enseignement secondaire est partagé entre les régions pour les lycées et les départements pour les collèges. On pourrait même, autre illustration, mais elles sont nombreuses, envisager qu'un département puisse demander à exercer la compétence interscot ou élaborer un SCOT départemental afin de renforcer son rôle en matière de solidarité, de cohérence et de cohésion territoriale, ce qui avait été d'ailleurs évoqué dans le rapport Viala de 2019. Il est aussi possible, dernière illustration, d'envisager que la région puisse acquérir compétences pour agir en matière de prévention de la délinquance, ce qui lui permettrait de participer au Conseil de prévention de la délinquance. Quel conseil prodigueriez-vous à qui s'aventurerait dans ce domaine ? Tout d'abord,
Je pense que les demandes doivent être clairement appuyées sur le principe de subsidiarité qui est inscrit à l'article 72, alinéa 2 de la Constitution, qui est lu souvent dans une logique de proximité de plus en plus, mais qui doit être lu aussi dans une logique d'efficacité, sur des motifs d'intérêt général et sur des différences de situation objectives. Alors, on pense ici évidemment aux moyens des collectivités concernées, aux coûts financiers, aux besoins de la population et de l'économie, à la situation géographique ou démographique, voire même, pourquoi pas, aux infrastructures existantes. Ensuite, cela peut paraître évident, mais il faut le souligner, en France, les modulations ne doivent pas affecter les libertés publiques qui doivent être les mêmes en tout point du territoire. Il doit y avoir ici un respect du principe d'unicité de l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux. Et les collectivités ne doivent pas oublier que les demandes doivent reposer sur un consensus entre les échelons concernés. Ce consensus ou cet accord est tout à la fois une condition du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et une condition de réussite de l'opération. Il ne faudra pas oublier non plus que l'identification des compétences en cause doit être précise et limitée pour ne pas contrevenir au principe d'uniformité catégorielle. Et enfin, une évaluation fine et précise des charges induites par la demande en matière administrative, technique et financière est un préalable absolument nécessaire pour savoir comment on peut procéder pour la modulation de compétences. Et en droit, la norme reste-t-elle la même pour tous? Quel équilibre va-t-on avoir entre égalité d'une part et autonomie ou liberté d'autre part? De mon point de vue, le nouvel article L 1111-3-1 du CGCT, l'article 1er de la loi, donc, n'inscrit pas à proprement parler un droit à la différenciation pour les collectivités. Ceci étant, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclame que la loi doit être la même pour tous, s'entend toute chose égale par ailleurs. L'uniformité catégorielle s'accommode de la reconnaissance de la prise en compte des différences de situation. Elle est assouplie face aux caractéristiques, aux contraintes particulières. Le principe d'égalité, on le sait de longue date avec la jurisprudence constitutionnelle et administrative, ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général. Ce principe d'égalité n'implique pas que les règles soient strictement identiques pour les collectivités territoriales dans une même catégorie. Il permet de prendre en compte des différences de situation, mais il n'impose pas que toutes les situations différentes fassent l'objet de traitements différenciés. Alors je vous répondrai que dans un État unitaire et indivisible décentralisé, la recherche d'un équilibre entre l'égalité et la liberté des collectivités territoriales explique que les traitements différenciés reposent sur des raisons objectives qui viennent justifier une modulation des compétences au sein des catégories de collectivités territoriales existantes, que ce soit dans la répartition ou dans les conditions d'exercice de ces compétences. Une trop grande facilité ou ouverture des possibilités de différenciation territoriale méconnaîtrait le principe d'égalité et pourrait faire bousculer effectivement la forme de notre État. Et on peut dire que la réalisation de l'objectif de subsidiarité qui est inscrit à l'article 72 alinéa 2 de la Constitution ne peut pas faire taire les risques qui sont inhérents à une libéralisation trop accentuée des différenciations. Les initiatives et les libertés locales ne doivent pas déboucher sur des modulations de compétences contingentes ou politiques qui méconnaîtraient la libre administration des collectivités territoriales et le principe de non-tutelle. La fixation de critères objectifs et dans un État unitaire, le moyen le plus adapté pour respecter les principes propres aux collectivités territoriales inscrits dans la Constitution. Bien, merci beaucoup, Madame la professeure. Merci beaucoup, je vous remercie, maître. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.